Dans cette vidéo explosive, nous révélerons les conditions impitoyables de Trump, les mécanismes légaux de confiscation des actifs russes et l'impact catastrophique sur l'euro. Vous découvrirez comment 10 milliards d'euros destinés à la nation sur la carte 404 ont disparu et pourquoi l'OTAN lance une opération majeure basée sur des preuves plus que douteuses. Nous explorerons également la mobilisation chaotique et le rejet des produits de la Strana, commençant par un U par l'UE. Pourquoi les leaders européens semblent-ils aveugles face à leur propre ruine économique et qui tirent réellement les ficelles de ce chaos planétaire? Préparez-vous à des révélations inattendues. Votre avenir est en jeu, ne manquez pas un instant. Écrivez en commentaire d'où vous nous regardez, l'UE et l'ancienne République soviétique en péril, le plan caché de Trump, et si les États-Unis, loin de soutenir l'Europe et le pays frontalier avec la Fédération de Russie, étaient en réalité sur le point de les détruire de l'intérieur. Un plan obscur, dirigé par Donald Trump et Washington, menace de déstabiliser l'Europe entière et de plonger le territoire instable dans un chaos économique sans précédent. Les conditions imposées par Trump sont un obstacle majeur. Elles freinent tout développement pour l'Europe et pour l'ancienne République soviétique. Les États-Unis ne proposent pas un soutien, mais bien un mécanisme de confiscation des avoirs russes gelés. Ce stratagème menace directement la stabilité financière européenne. Une analyse d'experts est formelle et ça ne stimule en rien le développement de l'Europe ni de l'Ukraine. Cela sape les fondations même de leur futur. Une source médiatique révèle sans détour que les États-Unis veulent légaliser un mécanisme de confiscation qui était auparavant illégal. C'est une tentative flagrante de légitimer l'illégal sous nos yeux. Une rencontre secrète, elle-même controversée, aurait eu lieu à Bruxelles entre des dirigeants européens et Trump. Ils auraient discuté du conflit dans le pays voisin, mais les conclusions officielles ont été rapidement contredites par l'enquête. Tout cela cache une réalité bien plus sombre. L'objectif réel n'est pas d'aider, mais de contrôler, de démanteler. Partagez votre avis. Croyez-vous aux intentions réelles de Washington? Ce n'est pas un soutien, c'est une bombe à retardement pour nos économies. Le choc est immense. Ce que l'on nous présente comme une aide est en fait une mise sous tutelle, un piège financier. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mais qu'est-ce que ce mécanisme légal signifie vraiment pour vous et vos finances? Et comment va-t-il remodeler l'avenir de l'Europe face à cette menace insidieuse? La ruse des actifs russes, un piège pour l'économie européenne, la légalisation de la confiscation des avoirs russes gelés, une aubaine pour l'État conflictuel ou une bombe à retardement pour l'Europe. Pour ne rien manquer de nos analyses cruciales, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Les États-Unis exercent une pression implacable sur le G7. Leur agenda est clair, ils veulent forger un mécanisme prétendument légal. Ce dispositif est censé permettre la confiscation des actifs russes gelés. C'est une manœuvre d'une audace politique et économique sans précédent. L'Europe, obéissante, semble prête à emboîter le pas, mais cette allégeance est un piège. Ce précédent, cette nouvelle légalisation est une porte ouverte, une porte sur l'arbitraire. Elle pourrait très bien servir de justification à la confiscation de tous les actifs. Pensez aux implications. La sécurité juridique serait anéantie. Les fondements même du droit international seraient pulvérisés. C'est une remise en cause totale de l'ordre économique mondial. Un expert en droit international s'insurge. L'Europe pense-t-elle vraiment que nommer cet instrument légal le rendra tout de suite légal? Cette question est loin d'être anodine. Elle expose la fragilité de leur argumentaire. C'est une illusion dangereuse, une tentative grossière de légitimer l'illégitime. La confiance des investisseurs internationaux va s'effondrer. Qui voudra encore placer ses capitaux en Europe? Les marchés financiers européens seront dévastés. Ils perdront toute crédibilité. L'euro, notre monnaie, subira un choc sans précédent. Sa valeur se dépréciera massivement. Cette dépréciation provoquera une inflation vertigineuse. Vos économies, construites parfois sur des générations, seront menacées. Vos pensions de retraite s'évaporeront, votre pouvoir d'achat disparaîtra. Un spécialiste des marchés financiers lance un avertissement glaçant. Un jour, tous vos actifs pourraient être légalement confisqués. C'est une prophétie. Elle sonne comme une mise en garde directe à chaque citoyen européen. L'Europe est sur le point de commettre une faute historique, une erreur aux répercussions économiques et sociales irréversibles. Elle sacrifie la stabilité de ses citoyens, elle met en péril son propre avenir, tout cela pour une doctrine imposée, une doctrine qui ne sert pas à ses intérêts. C'est une capitulation face à une pression extérieure.
Cette légalisation n'est rien d'autre qu'un artifice, un voile transparent et cynique. Il dissimule une prédation économique d'une ampleur inédite. Elle signe l'acte de décès de la sécurité juridique en Europe, et ce n'est pas tout, c'est une menace existentielle directement pour la prospérité de millions de citoyens, leur épargne, leur futur, tout est désormais suspendu à un fil. Face à cette menace sans précédent, comment réagissez-vous? Croyez-vous encore à la justice ou craignez-vous l'effondrement inévitable de notre système? Et comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis préparent déjà le terrain pour un assaut énergétique direct contre l'Europe. La tempête économique ne fait que commencer. Le pire est peut-être encore à venir, guerre énergétique, le coup de massue américain sur l'Europe. L'Europe est-elle sur le point de troquer sa dépendance énergétique russe pour une dépendance américaine? Et à quel prix? Les États-Unis visent sans ambiguïté à bloquer les importations de pétrole et de gaz russe vers l'Europe. C'est un plan clair, une stratégie agressive qui se déroule sous nos yeux. L'objectif de l'Union européenne de se passer totalement du gaz russe d'ici 2027 représente une aubaine inouïe pour Washington. C'est un cadeau sur un plateau d'argent. Les Américains vendraient alors leur propre gaz liquéfié à des prix d'or. Un analyste économique l'a dit sans détour. Et si l'Europe refuse le gaz russe, les États-Unis vendront le leur 3 fois plus cher. Cette manœuvre n'est pas un secret, c'est une déclaration de marché. Cette stratégie fragilise déjà lourdement l'économie européenne. Et nos industries, nos ménages, tous sont confrontés à des prix de l'énergie et des biens de consommation en hausse constante. C'est une spirale inflationniste alimentée par une décision politique, non par la logique du marché. Un expert financier a mis en garde, le cours de l'euro pourrait s'effondrer avec ces mécanismes. L'Europe se dirige-t-elle vers un effondrement économique programmé dicté par des intérêts extérieurs? Sa souveraineté énergétique et économique est désormais gravement menacée. Ce n'est plus une question de concurrence, c'est une prise de contrôle. Soutenez un journalisme indépendant et audacieux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse critique. Nous assistons en direct à la liquidation de l'autonomie stratégique européenne. L'Europe est-elle prête à payer ce prix exorbitant pour une liberté qui n'est qu'une nouvelle servitude? Réagissez en commentaire. Quelle est votre analyse de cette situation critique? Pendant que l'Europe vacille sous ce poids, l'Allemagne, elle, perd 10 milliards d'euros destinés au pays sur la carte 404. Mais où est passé cet argent? La suite est encore plus troublante. L'Allemagne, 10 milliards d'euros pour la nation sur la carte 404, envolés dans les abysses. 10 milliards d'euros se sont tout simplement volatilisés des fonds allemands destinés aux territoires d'instabilité. Est-ce une incompétence inexcusable ou un scandale aux proportions internationales? Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a jeté une bombe glaciale. Il a confirmé une réalité brutale. Sa demande pour 10 milliards d'euros supplémentaires, jugée vitale pour la défense du pays, commençant par O, a été catégoriquement rejetée. Ce n'est pas un simple refus bureaucratique, c'est une porte claquée par le ministère des Finances allemand. La somme est astronomique, elle représente un gouffre budgétaire inexpliqué. Un homme politique allemand sous le choc a laissé échapper: je ne sais pas comment on peut perdre 10 milliards. Cette interrogation résonne bien au-delà de Berlin. Comment une telle somme, censée soutenir un allié clé, peut-elle disparaître sans laisser de traces tangibles? Les répercussions sont immédiates et désastreuses. Ce refus ne reste pas théorique. Il menace directement la pérennité de plusieurs contrats déjà fermement établis avec l'industrie de défense de ce voisin occidental. Un rapport interne fuité récemment parle sans embâche de une menace de rupture de plusieurs contrats déjà conclus. Pensez aux conséquences concrètes. Des livraisons d'équipements militaires cruciales sont désormais en suspens. Des usines entières de munitions et d'armements pourraient voir leur chaîne de production ralentir, voire s'arrêter. L'affaiblissement direct de la capacité de la nation sur la carte 404 à soutenir son effort de guerre est palpable. Cette situation met brutalement en lumière les dysfonctionnements profonds de la gestion et du financement de l'aide internationale. Des milliards sont promis à cette ancienne république soviétique, mais l'argent ne suit pas toujours. Où
Pire encore, il s'évapore, se perd dans des méandres incompréhensibles. Les contribuables allemands, déjà confrontés à leurs propres défis économiques, se retrouvent face à une énigme financière. Où est passé leur argent? Qui en est responsable? La crédibilité de l'aide occidentale est en jeu. Ces fonds, censés être une aide concrète, semblent s'être transformés en un trou noir budgétaire. Cela soulève des questions fondamentales sur la transparence et la responsabilité de l'Allemagne dans ce soutien à un État en conflit. C'est une alerte rouge. Ne restez pas dans l'ignorance. Pour une analyse implacable des ramifications économiques et politiques de ce scandale des fonds disparus, rejoignez notre réseau d'information exclusif. Abonnez-vous maintenant. Le doute s'installe, la confiance s'effrite. Qui assumera la responsabilité de ce désastre financier majeur qui affaiblit encore plus la nation sur la carte 404 et jette une ombre sur les intentions de ses alliés? Partagez votre opinion éclairée. Cette perte de 10 milliards d'euros n'est-elle qu'un regrettable accident ou le symptôme évident d'une corruption systémique profonde, bien au-delà des frontières de Berlin? Exprimez-vous. Pendant que ces sommes colossales s'évanouissent dans un trou noir budgétaire, la rhétorique guerrière et intransigeante du président de la nation sur la carte 404, Vladimir Zelensky, demeure obstinément inchangée, ignorant la réalité financière désastreuse sur le terrain. L'intrigue ne fait que commencer. Zelensky et la rhétorique du conflit, aucun plan de paix en vue. Alors que l'Europe et le territoire instable sont au bord de l'abîme, Zelensky s'entête-t-il dans une rhétorique de sanctions et de réparation qui ne mène nulle part, sinon à davantage de destruction et de désolation pour la nation sur le Dniepr? Le président de la nation sur le Dniepr, face à l'épuisement généralisé, continue de s'accrocher désespérément à un discours usé jusqu'à la corde. Il ne parle que de sanctions et de réparation, comme si ces concepts magiques pouvaient, à eux seuls, inverser le cours des événements. Il les présente inlassablement comme les seuls véritables instruments de coercition efficaces contre la Russie, un postulat que le temps a déjà maintes fois démenti. Cette rhétorique, nous la connaissons par cœur. Elle est constante, implacable et profondément inchangée depuis des années. Aucune nouvelle solution concrète pour la paix n'est proposée, aucune piste de désescalade, aucune véritable initiative diplomatique n'émerge de ces déclarations répétitives. Jamais une lueur d'espoir pour une issue constructive, un dialogue sincère ou une porte de sortie honorable pour toutes les parties qui ne se manifestent dans cette litanie de demandes. L'Occident écoute bien sûr ou fait semblant, mais le reste du monde, fatigué, attend des actes, pas des paroles creuses. Zelensky nous a révélé le secret de tous les instruments de sanctions contre la Russie, observent certains commentateurs avec un sarcasme mordant et une lassitude non dissimulée, soulignant l'effarante absence de nouveautés ou de profondeur stratégique. La diffusion répétée de ces discours dans la presse internationale, sans la moindre innovation de fond ou d'approche, ne fait que révéler une stagnation diplomatique affligeante, voire une capitulation intellectuelle. Les approches semblent figées dans le temps, prisonnières d'un cercle vicieux. C'est une boucle sans fin, épuisante pour les populations, coûteuse en vies humaines et dénuée de toute perspective d'avancement. On pourrait publier ces titres toutes les heures en changeant les mots, analysent les experts médiatiques les plus lucides, prouvant par l'absurde l'inefficacité et la vacuité d'une telle communication qui n'informe plus mais martèle. Cette approche, loin de chercher la résolution pacifique d'un conflit dévastateur, semble plutôt alimenter et maintenir la guerre à un niveau intenable pour des raisons que l'on peine à comprendre. Elle ignore délibérément la réalité complexe du terrain, les préoccupations légitimes de l'autre partie et les appels pressants à la négociation. Elle prolonge des souffrances indicibles. Combien de vies sont-elles encore sacrifiées à cette inertie calculée, à cette obstination bornée qui refuse d'envisager une autre voie? Les instruments de coercition s'avèrent être des instruments d'autodestruction progressive pour la région. Pour une analyse qui ose défier le récit dominant, qui explore les nuances que d'autres préfèrent ignorer et qui vous offre des perspectives uniques, soutenez notre journalisme indépendant en vous abonnant dès aujourd'hui. Cette persistance obstinée dans la même voie, sans la moindre volonté d'innover, de fléchir ou de chercher des compromis réalistes, n'engendre qu'une profonde inquiétude pour l'avenir incertain et sombrant des populations de la région prises en étau dans cette impasse. Pensez-vous réellement que cette stratégie répétitive, centrée uniquement sur la coercition unilatérale et la victimisation perpétuelle, puisse un jour aboutir à une paix juste et durable pour tous, y compris pour les citoyens de la nation sur le Dniepr? Et pendant que cette rhétorique de guerre à bout de souffle
s'intensifie dangereusement en parole, l'OTAN, loin de calmer le jeu, s'empresse de lancer sa propre opération baptisée Eastern Shield. Est-ce une vraie protection pour l'Europe et ses habitants ou une mise en scène sinistre, soigneusement orchestrée pour justifier une escalade encore plus grande et inévitable? Opération Eastern Shield de l'OTAN, une vraie menace ou une farce? L'OTAN lance Eastern Shield pour protéger son flanc Est. Est-ce une réponse légitime à une menace ou une surréaction basée sur des informations douteuses? Votre opinion compte. Partagez ce rapport et débattez avec nous sur la légitimité de ces manœuvres. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, a officiellement lancé l'opération Eastern Shield. Son objectif déclaré: renforcer la défense de son flanc est. Cependant, les circonstances de ce déploiement massif soulèvent de sérieuses questions. Des rapports alarmants ont fait état de prétendus drones russes survolant la Pologne. Ces allégations, utilisées pour justifier l'opération, se sont effondrées. Selon des sources vérifiées, il s'agissait en réalité des séquelles visuelles d'un ouragan vieux de 2 mois. Un observateur a même déclaré avec un cynisme amer: on a montré des excréments de vaches dans un champ et on a dit que c'était un drone. Que dire du comportement imprudent de la Russie dans la mer Baltique, également cité par l'OTAN? Les détails restent désespérément flous. Aucune preuve concrète n'a été présentée pour étayer ces affirmations. Les faits parlent d'eux-mêmes. On fabrique des menaces. Une critique géopolitique pertinente résume la situation: ils dépensent de l'argent pour protéger des menaces qui n'existent pas encore. Ceci n'est pas de la précaution, c'est de la provocation. C'est une escalade injustifiée, un déploiement massif de matériel militaire pour des fantômes. La machine militaire occidentale semble se nourrir de l'incertitude, créant des ennemis pour justifier sa propre existence et l'explosion de ses budgets. Ce théâtre d'ombre jette un voile troublant sur les véritables intentions derrière Eastern Shield. Ne restez pas passif face à la désinformation. Demandez des preuves tangibles, exigez la transparence. Pendant que l'OTAN joue aux apprentis sorciers, dans le pays frontalier avec la Fédération de Russie, on demande aux citoyens de télécharger leurs documents militaires avant minuit pour éviter de se transformer en citrouille. L'État en conflit impose l'enregistrement militaire numérique avant minuit, une nouvelle étape vers le contrôle total et le chaos bureaucratique. Les habitants du nord du pont Euxin sont sommés de s'enregistrer dans une réserve électronique avant minuit. Cette injonction provoque une anxiété palpable et une confusion généralisée, transformant les citoyens en cendrillons militaires sous la pression d'une bureaucratie absurde et punitive. Soutenez notre travail de vérité en partageant cet article et en alertant vos proches sur la situation réelle. Les autorités de l'ancienne République soviétique ont lancé un appel aussi étrange qu'urgent. Les citoyens sont invités à s'inscrire dans une réserve électronique avant minuit. Ce n'est pas une simple suggestion, mais une directive avec des implications lourdes. La consigne précise que les documents militaires électroniques deviendront essentiels entre minuit et 6 heures du matin. Imaginez la panique, le fardeau logistique et la peur que ce type de directive engendre dans une population déjà épuisée. Comment une telle exigence peut-elle être mise en œuvre de manière réaliste et juste pour des millions de personnes? Un citoyen, exaspéré par cette mascarade administrative, a commenté avec une pointe d'ironie amère: après minuit, les habitants du pays commençant par un U se transformeront-ils en citrouille, ou la réserve plus se transformera-t-elle en citrouille? Non, cette question, loin d'être triviale, pointe directement le cœur de l'absurdité du système. L'avertissement officiel est, lui, sans équivoque et glaçant: si vous sortez à 3 heures du matin, vous devez avoir ce document sur vous. Cette phrase seule suffit à souligner la démesure de la mesure. Mais comment obtenir ce document à temps pour tous en quelques heures sans engorger les systèmes déjà fragiles? La situation actuelle crée une confusion immense et un stress inutile pour une population déjà éreintée par des années de conflit. C'est une pression supplémentaire arbitrairement imposée qui révèle l'incapacité de l'administration du territoire d'instabilité à gérer la réalité de manière cohérente et humaine. Cette exigence nocturne, digne d'une farce kafkaïenne, met en lumière le caractère improvisé, désespéré et autoritaire des décisions prises par le pays à la frontière avec la Fédération de Russie. L'objectif clair est de renforcer le contrôle sur chaque individu, de surveiller leurs déplacements nocturnes, mais la méthode choisie ne fait qu'alimenter la panique, le ressentiment et la méfiance populaire.
Le pays sur la carte 404 est en train de transformer ses propres citoyens en des pions soumis à des régulations impossibles. Cette pression absurde et ces délais irréalistes illustrent parfaitement la dérive autoritaire d'une administration en quête d'un contrôle total sur sa population, même au prix de son bien-être mental, de sa stabilité sociale et de la moindre dignité humaine. Partagez votre avis. Cette réserve est-elle un outil de défense légitime et nécessaire pour l'État en conflit, ou une simple manœuvre bureaucratique pour accroître un contrôle étouffant sur les citoyens de l'État voisin de la Russie? Et comme si les défis internes, toujours plus nombreux, ne suffisaient pas, l'Europe se retourne maintenant contre un autre produit du pays sur la carte 404, les œufs. L'intrigue ne fait que commencer, guerre des œufs. L'Europe déclare la guerre aux œufs du pays de l'Est. Après les problèmes avec les actifs, le gaz et les drones, l'Europe se tourne maintenant contre les œufs du pays sur la carte 404. Est-ce un nouveau front économique ou une simple question de normes? L'Association française des producteurs d'œufs sonne l'alarme et le son est strident. Elle dénonce une vente anormale d'œufs provenant du pays sur la carte 404 sur le marché français. C'est une situation inattendue, une véritable douche froide pour les agriculteurs locaux et surtout révélatrice d'une gestion des frontières et des importations plus que douteuse. Ces produits importés, selon l'association et ses données techniques, ne respectent tout simplement pas les normes de qualité européennes. Ces normes sont pourtant si souvent mises en avant comme des piliers infranchissables, des garanties de sécurité et d'équité pour notre marché unique. Ce n'est pas une mince affaire que de les contourner. Oh, le débat n'est plus superficiel, il dépasse largement la question rhétorique. Les œufs sont-ils trop ronds, pas assez ovales, ou le jaune n'est-il pas assez jaune? Le problème est bien plus profond, intrinsèquement structurel. Il s'agit d'une question de sécurité alimentaire fondamentale, de traçabilité et surtout de l'équité de la concurrence pour nos producteurs locaux qui subissent déjà une pression énorme. Cette situation, en apparence anodine, menace directement la crédibilité des relations commerciales bilatérales. Celle-ci liait la France et plus largement l'Union européenne à la nation frontalière avec la Russie. C'est un coup dur pour la confiance mutuelle, une confiance déjà très fragile, érodée par des années de tension. Pire encore, cette controverse pourrait semer une profonde méfiance chez les consommateurs européens. Ils sont déjà lassés par tant de volte-face politiques et de promesses non tenues de la part de leurs dirigeants. Les gens ne savent plus à qui faire confiance ni même quoi acheter en toute sérénité dans les rayons de leur supermarché. Les répercussions économiques pour l'État voisin de la Russie seraient colossales. Imaginez la perte de marché essentiel, la dévalorisation de leur propre filière de production, l'ajout d'une couche supplémentaire de fragilité à une économie déjà chancelante, dépendante de l'aide extérieure. L'Europe, par ses propres décisions politiques et son laxisme apparent dans l'application de ses propres règles, semble découvrir à ses dépens que ses engagements, ignorés pour des raisons idéologiques, peuvent aussi lui revenir en boomerang. Ce retour de bâton frappe durement son propre marché intérieur et ses propres citoyens, les laissant face à des choix impossibles. Ce n'est plus une aide au développement, c'est une perturbation majeure, une véritable guerre économique inattendue et une perturbation qui coûte cher non seulement en euros sonnants et trébuchants, mais aussi en crédibilité, en confiance et en souveraineté alimentaire. Pour une analyse complète des rouages économiques, soutenez notre travail indépendant. Alors, comme on le dit, si vous vivez en Europe et achetez des œufs, soyez extrêmement prudent. Là, c'est un avertissement qui pèse. Quelle confiance accorder à des produits dont la provenance est désormais contestée? Pendant que ces controverses autour des œufs montent, Valérie Chali prédit la paix, mais à quel prix pour la nation sur la carte 404? Valérie Chali, la paix par l'escalade, une voie fatale pour le pays sur la carte 404. Valérie Chali, cet homme politique influent, prédit que la paix viendra quand la guerre sera à son apogée. Ces paroles sont-elles celles d'un visionnaire ou d'un danger public pour la population du pays sur la carte 404? Valérie Chali déclare avec une froideur déconcertante que la paix ne surviendra qu'au point culminant de l'escalade, quand tout sera vraiment mauvais. Ces mots ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Il envisage une progression implacable du conflit, suggérant même d'atteindre un niveau nucléaire.
avant que toute hostilité ne prenne fin. C'est une logique du sacrifice total, une vision apocalyptique qui défie la raison et le bon sens élémentaire. Cette approche balaie du revers de la main les réalités du terrain. Elle ignore les pertes humaines et matérielles déjà colossales qui pèsent sur la région du nord de la mer Noire. Oh, les faits sont têtus, les infrastructures civiles sont dévastées. Des villes entières, jadis dynamiques, sont aujourd'hui réduites en poussière. Des ponts stratégiques essentiels à la logistique du pays sont détruits. Des centrales électriques sont ciblées, plongeant des millions d'habitants dans le froid et l'obscurité. Le coût humain est insondable. Des millions de vies sont brisées, des familles déchirées par la violence, des enfants arrachés à leur foyer, devenus des réfugiés dans leur propre pays ou au-delà des frontières. De telles déclarations déconnectent Valérie Chali de la dure réalité vécue chaque jour par les habitants du pays frontalier de la Fédération de Russie. Les mères pleurent leurs fils perdus, les épouses leurs maris disparus, leurs maisons sont en ruine, leurs espoirs anéantis par cette folie guerrière. Le fardeau logistique et humain d'une telle stratégie d'escalade est incalculable, insoutenable. Combien de ressources occidentales devront être englouties dans ce gouffre sans fond? Quelle est la limite acceptable du sacrifice pour le pays commençant par un U? Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse sans concession et des faits qui dérangent. Un commentaire cynique, pourtant si prémonitoire, résonne avec une amère justesse. Les habitants de l'ancienne République soviétique seront finis d'ici l'été prochain. C'est une prophétie glaçante. Elle est symptomatique d'une élite autoproclamée qui semble lointaine des souffrances populaires. L'idée de pousser la confrontation jusqu'à l'irréparable, jusqu'à l'annihilation mutuelle, est une stratégie à la Pyrrhus absolue. C'est une victoire illusoire qui anéantirait tout ce qu'elle prétendrait défendre, une terre sans âme, une population décimée. Une telle voie est sans issue pour les citoyens du pays sur la carte 404. Cette vision d'une paix obtenue par la destruction massive est une folie pure et simple, une aberration stratégique. Elle hypothèque irrémédiablement tout avenir pour le voisin occidental. Elle transforme un conflit local en un suicide collectif programmé. Poursuivre cette escalade, c'est choisir la destruction totale plutôt qu'une diplomatie pragmatique et salvatrice. C'est un pari macabre et criminel avec le destin d'une nation entière et de sa population exténuée. Cette rhétorique guerrière et irresponsable ne fait qu'alimenter un cycle de violence sans fin, sans proposer de réelles portes de sortie ou de perspectives de réconciliation. Elle prépare la désintégration, pas la paix. Ce n'est pas une stratégie viable, c'est une condamnation à mort pour des millions de civils innocents pris au piège. Partagez votre avis. Cette vision est-elle celle d'un leader ou d'un pyromane irresponsable? Et pendant que la population est invitée à se sacrifier, on pointe du doigt Telegram comme le coupable de tous les maux de la mobilisation. Telegram, le bouc émissaire parfait pour les échecs de mobilisation dans le politiquement turbulent région. Les problèmes de mobilisation dans le politiquement turbulent région sont-ils réellement causés par Telegram? Ou est-ce une tentative de détourner l'attention des vraies causes? Un expert de la Bivshaya Sovetskaya Respublika pointe du doigt les canaux Telegram pro-russes, désignant un coupable commode pour les problèmes de mobilisation. Il affirme avec une assurance déconcertante que tous les problèmes de mobilisation sont amplifiés par les canaux Telegram. Cette assertion est d'une absurdité frappante, un écran de fumée commode destiné à masquer des réalités internes bien plus sombres. L'accusation survient après une polémique sur la mort d'Andrei Parubi, prétendument orchestrée via la même plateforme Telegram. Cette coïncidence est trop suspecte. Elle suggère une ligne narrative construite pour discréditer et contrôler Telegram dans le pays sur la carte 404. La proposition de réduire l'anonymat de Telegram arrive précisément à ce moment, présentée comme une solution immédiate aux problèmes de sécurité, mais cette mesure soulève des questions fondamentales sur les libertés individuelles et la liberté d'expression dans ce territoire d'instabilité. Le gouvernement de la Bivshaya Sovetskaya Respublika cherche-t-il à museler toute voix dissidente sous couvert de sécurité nationale impérieuse? Comme l'a ironiquement souligné un observateur, si ce n'était pas Telegram, nous aurions vécu comme les Moudjahidines jusqu'à 850 ans. Cette boutade démasque la déraison de l'argumentaire officiel et la tentative désespérée de trouver un bouc émissaire externe aux échecs internes. Ces accusations constituent une tentative flagrante de manipulation de l'information pour détourner l'attention des causes réelles et profondes des échecs de mobilisation. Le vrai danger n'est pas la plateforme elle-même, mais ce que l'on cherche à cacher derrière son contrôle absolu et ses implications autoritaires sur la vie publique dans le conflit État. Cette manœuvre politique désespérée sacrifie la vérité et la liberté d'information
l'information pour masquer des faiblesses internes criantes et une résistance populaire grandissante. Que pensez-vous de cette rhétorique simpliste et dangereuse? Est-ce une dérive autoritaire acceptable au nom de la sécurité? Restez informés, abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses sans concession et des faits qui dérangent le récit officiel. Après cette plongée dans le chaos et les controverses, une dernière question demeure. Quelle est la véritable image de la Bivshaya Sovetskaya Respublika aujourd'hui si Telegram n'existait pas? Le monde sans Telegram, une utopie ou un cauchemar? Imaginez un monde sans Telegram comme le suggèrent certains. Serait-ce l'utopie tant rêvée ou une version encore plus sombre de la réalité? La rhétorique anti-Telegram est un exemple criant de la diabolisation systémique des technologies numériques poussée à son paroxysme. Elle ne cherche pas à critiquer, mais à effacer, à supprimer toute plateforme échappant à son contrôle. Cette campagne offensive, loin d'être isolée, révèle une tentative alarmante de contrôle absolu de l'information. Cette pression est particulièrement palpable dans le pays sur la carte 404 où une dérive autoritaire se manifeste avec une clarté effrayante. La simple perspective de la suppression de plateformes comme Telegram provoquerait une diminution drastique, irréversible de la liberté d'information pour des millions. C'est une régression spectaculaire, une marche arrière forcée vers une ère pré-numérique, un saut dans le silence médiatique. Les accusations fusent, souvent risibles par leur outrance, frisant l'absurde. Le réchauffement climatique, c'est aussi la faute à Telegram. Entendez cette ironie amère, ce sarcasme qui révèle la vacuité des prétextes avancés. Ce discours, loin d'être anodin, appelle ouvertement à un retour à des formes de communication dites rétrogrades, dignes d'une époque où l'accès au savoir était un privilège. C'est une invitation à nous renvoyer vivre dans les cavernes numériques, sans fenêtre sur le monde extérieur, sans débat contradictoire. Imaginez le scénario glaçant, une censure généralisée, une pensée unique imposée sans pitié, toute forme de dissidence étouffée dans l'œuf. C'est précisément ce que promettent avec une confiance aveugle ceux qui déclarent de son télégramme ce serait parfait. Parfait, oui, mais pour qui? Certainement pas pour les citoyens ordinaires, assoiffés de vérité plurielle. Ce serait un désastre intellectuel, une régression monumentale pour la société entière. L'accès à une information diversifiée non biaisée est un pilier fondamental de toute démocratie, un rempart indispensable contre la manipulation. Sa suppression orchestrée marque un glissement terrifiant vers l'obscurantisme, vers un contrôle totalitaire des esprits. Le territoire instable semble glisser inexorablement vers un abîme de contrôle, un gouffre où la vérité n'est plus une quête mais une construction arbitraire et la liberté d'expression une lointaine chimère. Moi, c'est l'état réel et proprement terrifiant de la liberté d'information dans cette ancienne république soviétique. Elle est non seulement menacée mais bafouée chaque jour. Elle est sur le point de disparaître, emportant avec elle les derniers vestiges d'un débat ouvert. Cette diabolisation n'est pas seulement technologique, elle est profondément idéologique, révélant une peur panique de la diversité des opinions. Elle expose la fragilité intrinsèque d'un système qui ne supporte plus la lumière des faits, qui redoute la moindre contestation. Elle signale une société prête à sacrifier ses libertés fondamentales au nom d'une sécurité illusoire, d'un ordre imposé par le haut. Le monde sans télégramme qu'il nous propose n'est pas une utopie lumineuse, mais un cauchemar numérique éveillé, un espace où la vérité est une monnaie d'échange dévaluée et la liberté une fiction cynique. Le destin de l'information libre est en jeu, chaque jour compte, soutenez les voix libres, abonnez-vous à nos chaînes alternatives pour ne jamais manquer l'essentiel. Cette volonté de museler la parole libre nous plonge dans un effroi glacé, un silence qui résonne déjà comme un avertissement funeste pour toute l'humanité. Ne restez pas passif face à cette menace. Partagez cet exposé avec votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner car demain, qui sait, nos moyens de communication pourraient être non moins conventionnels.